Bonjour à tous, on se retrouve sur le plateau d'IFSI en ce deuxième jour des Assises de la pêche. Et aujourd'hui, nous avons avec nous monsieur Éric Banel. Enchanté monsieur. Merci de nous accorder cet entretien. Nous sommes des étudiants du master et des doctorants de l'école universitaire de recherche IFSI, qui rassemble des laboratoires de recherche et des masters pour travailler sur la durabilité de la filière halieutique et toutes les sciences marines associées. Elle est financée par le plan d'investissement France 2030 et on souhaite vous poser quelques questions relatives aux enjeux et défis que rencontre la filière halieutique et les océans en général. Donc, Monsieur Banel, bonjour. Donc, pour rappel, vous êtes le directeur de la DGAMPA, donc la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture depuis 2022. Vous dirigez également la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture. Vous avez été délégué général des armateurs de France et votre expertise est reconnue sur l'ensemble des politiques maritimes françaises, allant de la régulation de la pêche au développement durable, que ce soit dans les filières maritimes ou bien du littoral. Donc, Monsieur Banel, première question. Selon vous, quels sont les principaux défis que la pêche française doit relever aujourd'hui, tels que quotas, changement climatique, Brexit, planification maritime, transition écologique ou bien compétitivité économique? Bonjour en tout cas, et très heureux d'être avec vous. Alors il y a plusieurs grands défis et je pense que ça pourrait nous amener assez loin. Donc il faut les considérer comme étant soit des défis de court terme, de moyen terme ou de long terme et essayer de voir un peu ce qui aujourd'hui structure l'action à la fois de la profession et des pouvoirs publics. D'abord, on a souvent considéré la pêche comme une activité de production avec une gestion qui est une gestion aujourd'hui européenne, car je rappelle que cette politique est une politique commune européenne et je passe moi-même beaucoup de temps à Bruxelles. J'irai en début de semaine prochaine pour négocier les droits à produire, les conditions, les engins, tout ce qui constitue la réglementation de cette activité. Mais ça, ce n'est qu'un petit aspect de notre vision sur la pêche. Et aujourd'hui, un des grands enjeux pour nous, c'est d'introduire de la transversalité, une capacité à avoir une vision globale, commune, partagée sur cette activité. Et ça suppose donc, de sortir simplement du silo de la réglementation des pêches pour voir l'ensemble des enjeux qui aujourd'hui s'impliquent ou s'appliquent donc, à cette activité en mer. Donc la mer, c'est un espace ouvert, comme vous le savez, mais selon les zones dans lesquelles vous êtes, outre-mer, donc, ou en Méditerranée, ou dans l'Atlantique, ou ici en Manche-Est, vous avez des enjeux qui sont différents. Un des premiers enjeux pour nous, c'est ce qu'on appelle la planification maritime. C'est-à-dire que la capacité à orienter et à faire cohabiter des usages différents en mer. Ici, en Manche-Est, vous le savez, on est sur un espace contraint, plus contraint qu'ailleurs, où vous avez beaucoup d'activités qui se cumulent, des activités de pêche, d'ailleurs qui viennent aussi des Pays-Bas, de Belgique, d'autres pays, mais aussi des activités qui sont liées aux activités de transport maritime, activités historiques, à l'aquaculture, et puis d'autres activités qui sont nouvelles ou émergentes. Je pense aux activités liées au parc éolien en mer qu'on est en train d'implanter partout sur le littoral. Et c'est notre responsabilité, nous, en tant qu'État, d'organiser très en amont cette cohabitation. Donc la planification, aujourd'hui, elle est majeure. Et quand vous interrogez un pêcheur, il vous dit « Ah, mais vous mettez les éoliennes là où je pêche, vous protégez, puisqu'on a aussi cet impératif qui est de créer des aires marines protégées, de créer des espaces qui seront sous protection parce que la ressource y est rare ou certaines espèces doivent être protégées. » Eh bien, donc, ces espaces-là sont justement l'espace où veut aller le pêcheur. Donc ça, cette capacité à dire eh bien, la mer, elle est ouverte, mais il y a des activités qui sont parfois autorisées, parfois interdites à certains endroits. Donc cette organisation-là, elle doit se construire et on est en train de l'achever d'ailleurs ce processus puisqu'il y a un processus territorial qui est en train de se faire et qui sera finalisé en octobre et en novembre. Il se construit avec les professionnels de la pêche qui doivent pouvoir savoir que là, ils vont dans les années à venir, dans les 10-15 prochaines années, donc pouvoir se développer et pouvoir pêcher. Donc ça, la planification, c'est un enjeu global important. Ensuite, vous le savez, on est dans des espaces qui sont réglementés au point de vue européen et international. Donc ça, la réglementation internationale et la capacité à dialoguer avec les autres États, elle est aussi clé. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Et ici, c'est particulièrement le cas, puisque le Royaume-Uni étant sorti de l'Union européenne, les pêcheurs ici boulonnais, mais aussi de l'ensemble des Hauts-de-France, allant beaucoup dans les eaux britanniques, eh bien, cette rupture a été fondamentale. On a d'ailleurs accompagné un plan de sortie de flotte, c'est-à-dire on a mis des bateaux à la casse parce que ces bateaux ne pouvaient plus aller dans les eaux britanniques. On a quand même réussi à préserver un certain nombre de droits d'accès et un certain nombre de conditions de pêche dans les eaux britanniques, mais ça
ça reste un sujet compliqué. Et tous les ans, on négocie des quotas partagés avec les Britanniques. Cette négociation, elle est dure. J'étais à Londres en début de semaine. Elle est parfois d'ailleurs fondée sur des rapports de force qui sont loin d'être simples. Il faut poser le rapport de force pour obtenir de continuer à pouvoir pêcher. Donc ça aussi, cette contrainte-là, il faut l'intérioriser. La mer, c'est un espace qui est profondément internationalisé et sur lequel on doit pouvoir agir. Un troisième enjeu sur lequel je voudrais insister, c'est la partie contrôle et souveraineté. On ne peut pas réclamer des droits de pêche si on n'est pas capable de se donner les moyens de contrôler l'application, c'est-à-dire c'est l'aspect vraiment moyen de l'État en mer, et d'exercer notre pleine souveraineté sur nos eaux. Ça, vous me direz, sur les eaux européennes, sur l'Hexagone, c'est peut-être pas forcément l'enjeu principal. Mais par contre, si vous allez sur les Outre-mer, c'est un enjeu majeur. Vous avez ce qu'on appelle de la pêche illicite, avec de grands chalutiers industriels qui viennent souvent de Corée, qui viennent souvent de Chine, qui viennent souvent parfois d'autres pays encore moins fréquentables et qui veulent piller la ressource allègrement, y compris dans nos eaux ou autour de nos eaux. Donc là, vous avez un rôle qui est un rôle à la fois de réglementation, ça se fait au niveau international. Vous savez qu'il y a un traité sur la haute mer qu'on est en train de négocier en ce moment et dont on parlera peut-être quand on évoquera Nice. Mais surtout, il faut qu'on soit présent avec des moyens à la mer pour dire cet espace, il doit être réservé à nos pêcheurs, pas simplement parce qu'on souhaite que nos pêcheurs seuls y aillent, mais parce que nos pêcheurs, les pêcheurs européens, sont des pêcheurs qui respectent des normes sociales et environnementales que nous souhaitons aussi voir appliquées dans ces eaux. C'est notre responsabilité en tant qu'État. Dans les autres sujets qu'on peut évoquer sur la pêche, moi je veux quand même citer la formation et l'attractivité des métiers. On a besoin de jeunes pour ces métiers. Moi j'ai aussi la responsabilité des lycées maritimes, de l'École nationale supérieure maritime, de toute la filière maritime d'enseignement, et on a besoin de convaincre les jeunes qu'il y a un avenir sur ces métiers. Donc ça suppose d'expliquer que la pêche, certes, c'est aléatoire, certes, c'est cyclique, il y a des années qui sont meilleures que d'autres, mais aujourd'hui, on vit bien à la pêche. Et quelqu'un qui rentre dans la profession aujourd'hui a un salaire plus que raisonnable et a des conditions de vie qui ne sont pas celles qu'on a parfois dans la carte postale ou dans l'image d'Épinal. Voilà. Donc certes, c'est un métier difficile, mais c'est un métier qui aujourd'hui se fait dans des conditions qui sont de plus en plus acceptables ou compréhensibles par tous. Les cycles de mer peuvent varier, mais on peut aussi sortir à la journée. Il y a beaucoup de pêche côtière sur lequel vous avez des sorties à la journée. Vous êtes chez vous le soir, vous êtes relativement bien payé. Et en moyenne, ce qu'on a calculé, c'est qu'un salaire d'entrée dans la profession, c'est autour de 2 500 €. Ce qui est quand même très honnête et qui permet de valoriser une carrière derrière et un métier que vous ferez à vie peut-être, mais ou pas à vie. Vous savez, la retraite est à 55 ans pour les marins pêcheurs, mais même vous pouvez décider de partir avant si vous le souhaitez. Et en tout cas, ce sont des choix individuels, mais moi je veux expliquer qu'il y a un avenir à la pêche. C'est un métier dans lequel on croit. Il y a de très belles réussites. On peut parler du thon en Méditerranée, où la pêcherie a été reconstituée, où aujourd'hui on a une pêche qui est très lucrative. On peut parler de la légine dans l'océan Indien, qui est aussi une pêche à très forte valeur ajoutée, qui marche très bien, qui fait travailler une bonne partie de l'économie côtière réunionnaise. Et vous avez des pêcheries aussi dans le golfe de Gascogne qui se portent bien. Donc il n'y a pas que les mauvaises nouvelles. J'entends souvent parler des mauvaises nouvelles. Bon, après, c'est aussi parfois un réflexe médiatique que de parler de ce qui ne va pas. Mais aux assises, ce qu'on a aussi voulu mettre aujourd'hui, hier, ce qu'on a voulu aussi mettre en avant, c'est les réussites de la pêche. C'est un secteur qui se transforme, avec des bateaux qui se renouvellent, avec des innovations sur les engins, des innovations sur les produits, sur la transformation, sur la valorisation. Donc c'est un secteur qui bouge. Voilà ce que je voulais dire, en tout cas pour votre première question. Merci Monsieur Banel. Du coup, seconde question, parmi les enjeux que vous avez cités, lesquels, d'après vous, nécessitent une action immédiate au niveau national et lesquels demandent une coordination européenne ? Alors, tous les sujets sont européens. C'est une politique européenne, d'une part. Et deuxièmement, à partir du moment où vous êtes dans les eaux maritimes, vous êtes toujours confronté à d'autres États. Alors, pas seulement dans le fait que vous avez des eaux qui sont proches, qui vont être des eaux britanniques, espagnoles ou italiennes, mais aussi parce que vous allez avoir des bateaux de toute façon qui seront aussi des bateaux belges, des bateaux espagnols, des bateaux italiens. C'est le cas en Méditerranée, où on travaille avec l'Espagne et avec l'Italie de façon très proche. Mais c'est le cas aussi dans le golfe de Gascogne. Vous avez entendu parler des dauphins, des captures accidentelles de cétacés. Quand on a commencé à travailler sur ce sujet-là, évidemment, il a fallu qu'on embarque avec nous les Espagnols, les Britanniques,
Britanniques, quelques Néerlandais qui étaient aussi dans la zone. On ne pouvait pas dire on va réglementer pour nos seuls pêcheurs français, ça n'aurait pas eu de sens. Ça n'aurait pas eu de sens d'un point de vue écologique, et puis vis-à-vis des pêcheurs français, ça aurait été quand même, en termes d'égalité de traitement, ça aurait été quand même donc, difficile à expliquer. Donc tout ça, on l'a fait en embarquant avec nous, nos voisins, et en travaillant aussi avec la Commission européenne. Donc oui, tous les sujets sont en effet donc, profondément européens. Dans ce qu'il faut changer actuellement, on a au moins 3 grands sujets. Le premier sujet, c'est que dans la politique commune, dans ces recommandations européennes, on a un certain nombre de simplifications qu'on porte parce qu'on trouve que certaines obligations ne sont plus entendables, ou en tout cas plus compréhensibles par les pêcheurs. C'était un gros sujet qu'on a évoqué notamment hier. Alors on a parlé de l'obligation de débarquement, on ne va peut-être pas rentrer dans la technique, mais ce sont des sujets que les pêcheurs ont du mal à comprendre et du mal à faire appliquer. Ça, c'est le premier sujet, simplifier la politique commune. Deuxième sujet, c'est la transition énergétique. Pendant très longtemps, l'Europe a considéré que, parce qu'on était dans un état de ressources qui était assez bas, qu'il fallait réduire la flotte. Et elle n'a pas construit la politique actuelle comme étant une politique qui devait inciter à construire du bateau. Au contraire, elle l'a plutôt construite comme une politique qui devait conduire à réduire l'effort de pêche. Or, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce schéma-là. Alors, il y a certes certains segments qui se portent mal. On a aussi des redistributions d'espèces, ça c'est le changement climatique. Mais au final, on a à peu près 60% des stocks qui, aujourd'hui, du fait de la politique commune et des résultats accumulés au niveau européen, 60% des stocks qui sont gérés durablement, ce qu'on appelle le rendement maximum durable. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, 60% des stocks se portent bien. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'on a besoin de renouveler une flotte qui aujourd'hui est vieillissante. La moyenne d'âge est entre 31 et 33 ans, selon les segments que vous prenez en compte. Donc ça signifie qu'on a une moyenne d'âge qui ne cesse d'augmenter. Ça, c'est vrai au niveau français, mais c'est vrai aussi au niveau européen. Donc on a besoin de renouveler cette flotte pour la rendre d'ailleurs attractive pour les jeunes, mais on a aussi besoin de renouveler cette flotte pour la rendre compatible avec nos objectifs de transition. Moi, je porte la transition énergétique et la décarbonation pour l'ensemble du transport maritime, pour l'ensemble des flottes en mer, et je ne peux pas mettre la pêche de côté. Donc moi, je veux aussi qu'on puisse réfléchir aux carburants alternatifs, avoir des navires plus efficaces énergétiquement, et moins polluants pour la flotte de pêche. Et donc ça, j'ai besoin de desserrer les taux sur les aides, desserrer les taux sur le cadre, ce qu'on appelle des lignes directrices aides d'État au niveau européen, et ça, c'est vraiment un combat que la France porte aussi. Et enfin, le troisième sujet, qui est un sujet porteur d'avenir, c'est de considérer qu'on a besoin de travailler beaucoup plus au niveau international. Et donc ça, je fais le lien avec Nice et le traité sur la haute mer, et que, au fond, tout le travail qu'on a fait au niveau européen, s'il est exemplaire, il doit pouvoir être exporté et il doit pouvoir aussi être généralisé. Et ça, c'est le travail qu'on mène dans les organisations régionales de gestion des pêches, qui sont autant de lieux de discussion de la politique des pêches au niveau international. Il y en a à peu près 25 qui sont actives selon les différents continents. La grande particularité de la France, et c'est aussi notre force, c'est que parce qu'on a le deuxième espace maritime mondial, parce qu'on a nos outre-mer, on est présent dans à peu près 2/3 de ces organisations régionales de gestion des pêches. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement présent en Europe, on est présent dans le Pacifique, dans l'Atlantique, on est présent sur l'Antarctique, on est présent également dans l'océan Indien. Et ça nous donne un rôle particulier, et donc on souhaite porter vraiment ce message au titre de l'Europe, mais aussi au titre de nos territoires ultramarins, que des stocks bien gérés, c'est pas impossible. C'est une réalité aujourd'hui dans les eaux européennes, et c'est ce modèle-là qu'on souhaite exporter. Merci Monsieur Banel. Pour rebondir justement sur, vous parliez de la décarbonation. La décarbonation de la flotte de pêche et des activités maritimes est donc un objectif majeur, comme vous l'avez bien décrit. Quels dispositifs d'accompagnement sont prévus pour soutenir les professionnels dans cette transition, et à quel horizon temporel visez-vous des résultats concrets ? Alors aujourd'hui, vous avez une question qui est renouvelée, mais à quel coût ? Il se trouve que depuis le Covid, vous le savez, et j'étais hier au chantier à Socarénam ici, vous avez la chance d'avoir un très beau chantier naval ici à Boulogne-sur-Mer, vous avez une très forte augmentation des coûts de construction et des coûts d'équipement à bord de ces navires. Donc lorsque vous aviez un chalutier étaplois qui coûtait 2 millions, entre 2 et 3 millions il y a encore 5-6 ans, aujourd'hui il va plutôt coûter entre 3 et 4 millions. Et donc ça suppose en effet d'avoir des capacités d'investissement. C'est la raison pour laquelle la révision des lignes directrices
au niveau européen est absolument fondamental, c'est ce que je vous décrivais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a besoin de retrouver de la marge pour aider les pêcheurs et mobiliser aussi derrière le tissu bancaire et investir dans de nouveaux navires. On sait faire de nouveaux navires. On a des chantiers qui savent construire des navires de pêche. On a beaucoup de startups aujourd'hui en France qui travaillent sur l'innovation, y compris d'ailleurs sur la partie innovation sur les navires de pêche. Donc moi, je suis assez confiant sur le fait qu'on saura trouver la technologie, on saura trouver les capacités de faire. Par contre, il faut mettre de l'argent sur la table pour initier la machine. Et l'enjeu, il est là aujourd'hui. C'est le combat qu'on mène avec d'autres pays européens pour faire bouger aussi ces fameuses lignes directrices à Bruxelles. On a réussi à le faire sur les Outre-mer l'an dernier, puisque pour la première fois, on a desserré les taux sur les Outre-mer et on a permis d'ouvrir des guichets de renouvellement de la flotte en Guyane, aux Antilles, à Mayotte, en disant, mais je ne sais pas si vous êtes allé Outre-mer, mais vous irez, et j'en suis sûr, et vous aurez cette chance. Quand vous allez en Guyane ou quand vous allez à Mayotte, vous n'avez pas des chalutiers comme ici, vous avez des tapouilles qui sont des pirogues un peu élargies, dans lesquelles les conditions de sécurité et d'habitabilité à bord ne sont absolument pas remplies. Et là, pour le coup, aller convaincre un jeune, je vous y emmènerai la prochaine fois, donc d'aller embarquer sur une tapouille dans des eaux avec une force 3-4 et parfois des conditions aussi climatiques, de pluie, etc., qui sont quand même très mauvaises, ça ne marche pas. Et donc on avait besoin de ça, on l'a fait. Mais il faut passer maintenant l'étape d'après, c'est-à-dire venir ici dans l'Hexagone, convaincre nos amis européens que c'est nécessaire. Je pense que ça, c'est vraiment l'étape aujourd'hui sur laquelle on investit le plus de temps et d'énergie. La ministre, d'ailleurs, l'a dit tout à l'heure, voilà, ce renouvellement de la flotte, cette capacité à mettre de l'argent pour renouveler la flotte, pour inciter au renouvellement de la flotte, est fondamentale. Merci beaucoup pour vos réponses. C'est très clair, c'est très compréhensible, c'est vraiment super. Vous avez parlé tout à l'heure de Nice. Et donc, pensez-vous que l'UNOC, la conférence des Nations Unies sur l'océan, qui a eu lieu à Nice, en juin dernier, a été utile pour la filière halieutique ? Alors d'abord, c'est une conférence qui a été utile, tout court, en dehors de la filière halieutique, parce que c'est la première fois qu'on réunissait tous les acteurs de l'océan. Et dans cette réunion, vous aviez une composante dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, qui est la composante scientifique. Rien sur la ressource halieutique, mais rien sur les océans ne se fait ou ne peut se faire sans une bonne connaissance des fonds océaniques. Or, on part de beaucoup plus loin. Vous avez peut-être cette phrase en tête qui, pendant le Grenelle de la mer et les années qui ont suivi, a beaucoup circulé, qui est qu'on connaît mieux le sol de la planète Mars que le fond des océans, parce que c'est très coûteux d'aller explorer le fond des océans. Donc on a besoin de dépenser, d'investir beaucoup sur cette connaissance. La France est leader grâce à l'Ifremer sur ce créneau de la connaissance des océans, et on investit énormément. On a beaucoup de programmes de recherche sur les grands fonds marins, sur la connaissance halieutique, mais aussi sur les différentes activités qui aujourd'hui, je pense à l'énergie, commencent à se développer en mer. Donc ça, cette source de connaissance, on a besoin de le partager au niveau européen, mais on a aussi besoin de le partager au niveau mondial. Nice nous a permis de partager cette connaissance et de mettre en place une forme de gouvernance scientifique qui permettra justement d'aider la décision publique, y compris en matière de pêche. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, comme je vous l'ai dit, la mer, c'est un espace ouvert. Vous avez, depuis Montego Bay en 1982, les zones économiques exclusives qui sont les espaces sous juridiction des États. Pour résumer, les États se sont appropriés le maximum de terres, qui étaient autrefois des terres libres, pour leur propre usage, leur propre souveraineté. Mais pour autant, 70% de l'espace maritime reste ce qu'on appelle de la haute mer. Et dans cette haute mer, vous n'avez pas de réglementation. Alors vous avez quelques règles qui peuvent être édictées, mais qui finalement aujourd'hui, non seulement sont très faibles, mais en plus ne sont pas suivies, ou en tout cas ne peuvent pas vraiment être contrôlées, puisque vous n'avez pas de pouvoir d'intervention quand vous êtes en haute mer. Tout ça, ça signifie que si vous protégez votre poisson dans vos propres eaux, mais votre poisson, il ne va pas s'arrêter à la frontière. Il va continuer dans la haute mer, et que dans la haute mer, qui est quand même l'essentiel des espaces maritimes, eh bien, il est pêché n'importe comment par des pêcheurs illégaux qui vont ensuite le traiter de retour à terre et l'importer en Europe ou ailleurs. Non seulement vous détruisez la ressource et tous vos efforts pour la gérer durablement sont vains, mais en plus vous déstabilisez votre propre marché. Et donc ça, c'était aussi un des enjeux très forts de Nice, à la fois de porter ce traité sur la haute mer, qui va permettre de définir un cadre de gouvernance internationale sur la haute mer, et d'articuler ça avec nos sujets pêche,
et aussi et on avait avec nous plusieurs organisations internationales liées comme l'Organisation mondiale du commerce, mais aussi l'Organisation internationale du travail, pour dire qu'on doit aussi agir sur les conditions de travail en mer. Moi, je ne veux pas manger du poisson demain et je ne veux pas que mes concitoyens français mangent du poisson demain qui a été pêché sur un navire qui est un navire poubelle avec des Philippins qui travaillent toute l'année dans des conditions qui sont absolument inhumaines. Donc ça, c'est parfois ce qu'on appelle du travail forcé. Donc on est sur des conditions de travail à bord de certains navires qui sont totalement inadmissibles. Ça, Nice nous a aidé à avancer là-dessus avec un instrument international qu'on est en train de porter au niveau de l'Organisation internationale du travail. Et des navires plus sûrs, des navires avec des conditions de travail plus respectables, plus acceptables, et puis la capacité de porter des contrôles sur ces conditions. Et ça, c'est vraiment l'enjeu de Nice, de contrôler les navires. Moi, je peux contrôler, en tant qu'autorité française, n'importe quel navire qui ne respecterait pas le droit international, y compris dans les eaux de la haute mer. Ça, c'est mon souhait, c'est ce que je souhaite, et c'est ce que le traité sur la haute mer permettra de faire demain, s'il est effectivement ratifié, et on n'en est pas loin, grâce à Nice, puisque normalement, là, il ne manque plus que la ratification d'un seul État pour qu'il entre en vigueur. Et je veux aussi que l'Organisation mondiale du commerce édicte des règles qui me permettent, nous, Europe, d'interdire sur notre marché des produits de la pêche. Je vais parler des crevettes notamment, vous me permettrez, des crevettes du Venezuela ou des crevettes de Thaïlande, qui vont être importées alors qu'elles sont pêchées dans des conditions qui sont, en tout cas pour nous, Européens, totalement inacceptables. Et je dirais presque en tant qu'être humain, ou là même d'ailleurs notre qualité de citoyen, même en tant qu'être humain, en tant que femme, en tant qu'homme, des conditions que nous ne pouvons pas tolérer. Et moi je dis toujours, et ça je profite de faire cette incise pour finir sur cette question, en tant qu'être humain, en tant que citoyen, en tant que consommateur, réfléchissez toujours à ce que vous consommez, à ce que vous achetez. Ici, vous avez la chance d'être à Boulogne-sur-Mer, allez au cul du bateau, consommez local, consommez du poisson, il faut consommer du poisson, faites vivre les filières françaises et européennes, pensez que ça, c'est un enjeu. Et que quand vous avez une crevette qui vient de l'autre bout de la planète, déjà, en termes de circuit court, en termes de transport, ça pose quand même de sérieuses questions. Mais au-delà de ça, vous pouvez vous demander dans quelles conditions elle a été pêchée. Après, vous pouvez aussi vous dire, plutôt que du saumon, préférez de la truite française qui est produite, alors là, plutôt en aquaculture, mais certes en aquaculture française. Bref, ayez ce type de réflexe, privilégions l'aspect territorial, privilégions les productions de qualité. Certes, parfois, il y a un petit peu plus de prix, mais pas toujours. Quand je vois le prix du saumon aujourd'hui, je pense que la truite française est à peu près au même prix, voire parfois beaucoup moins cher. Merci beaucoup. On a une dernière question à vous poser. C'est selon vous, quel rôle les futurs cadres et chercheurs formés en sciences marines, comme nous, étudiants à l'école universitaire de recherche IFSI, peuvent-ils jouer pour assurer la durabilité de la filière ? Alors je l'ai dit, la science, elle est fondamentale dans tout ce qu'on fait. Si on ne connaît pas les interactions océaniques, si on ne connaît pas ce qui se passe dans les océans, on n'est pas capable d'agir. Et donc c'est pour ça que Nice a été très important, c'est pour ça que ce qu'on fait, ce qu'on a investi aujourd'hui est essentiel pour l'avenir. Donc oui, la science déjà, dans tous ses aspects. C'est-à-dire que moi, quand je prends des décisions sur l'énergie, j'ai besoin de savoir où mes éoliennes vont être, quels vont être les enjeux sur la biodiversité, quelles vont être les forces ou les pressions qui vont agir sur le socle de ces éoliennes, quelles sont aussi les conséquences que ça va avoir sur la partie au-dessus de l'eau. Bref, tous ces enjeux-là, que ce soit sur la politique énergétique, sur la politique de ressources halieutiques, sur la politique évidemment en termes de protection des espèces, il y a des aires marines protégées, mais aussi de transport maritime, tous ces enjeux de connaissance, ils sont aujourd'hui au cœur de l'action que je mène et que mènent mes services. Et donc il n'y a pas un seul sujet sur lequel on est en train de se dire, à un moment donné, on manque de connaissances. On n'a pas telle information sur tel type de courant, sur telle ressource, tel stock de poissons, sur tel récif corallien ou tel type de posidonie sur le fond des océans. Donc on a vraiment besoin de gens qui s'intéressent aux océans et qui font aussi ce travail de recherche, ce travail d'ingénierie aussi parfois, ce travail aussi de consolidation et de synthèse. C'est-à-dire qu'il y a
à la fois le travail de recherche fondamentale, mais aussi le travail de consolidation et de synthèse de la donnée. Consolider, synthétiser, analyser. C'est ce qu'on appelle l'appui aussi aux politiques publiques. On a souvent ces discussions avec l'IFREMER, avec l'IRD, avec les grands organismes de recherche. On a vraiment besoin d'être capable aujourd'hui d'analyser les grands événements ou les grandes tendances de long terme. Je vais prendre un exemple simple pour revenir sur nos problématiques du moment, les captures accidentelles de cétacés. Ça fait 3 ans que je finance des programmes de recherche pour savoir exactement ce qui se passe sur les cétacés. Est-ce qu'on a un problème de population ? Est-ce que la population s'est déplacée ? Quel est l'impact relatif de la pêche ? Est-ce que donc, tel type de dispositif, par exemple de répulsion acoustique, est efficace ou pas. Donc là, vous voyez, on est à la fois sur la compréhension globale des phénomènes. J'ai besoin de savoir donc, ce qui se passe avec ces populations de dauphins, d'où elles viennent, donc, pourquoi est-ce qu'on a plus de problèmes aujourd'hui qu'on en avait il y a 3 ans, etc. Donc ça, c'est des tendances de long terme. Alors parfois, je m'agace un peu, je dois avouer, parce que les scientifiques mettent beaucoup de temps à répondre, et puis souvent, donc, ils ont rarement une réponse qui est oui ou non. Alors en général, ils me font 15 scénarios, et ils me disent, bon, peut-être que c'est ça, mais on n'en est pas sûr. Bon, mais après tout, c'est une discussion qu'on a et c'est toujours intéressant d'avoir ces discussions. Donc ça, c'est vraiment la compréhension des phénomènes de moyen et long terme. Mais on a aussi besoin parfois de recherche très opérationnelle sur de nouvelles technologies qui vont nous permettre justement de mieux gérer l'interaction avec les activités de pêche, soit sur les engins, soit sur, comme je le disais, sur les dispositifs de répulsion. Et ça, donc ça nous demande finalement des catégories de scientifiques ou en tout cas d'ingénieurs ou de gens donc, qui s'intéressent à ces questions sur des métiers très différents et ça nous demande en fait énormément de savoir-faire. Au final. Et quand je regarde aujourd'hui les gens que je sollicite, je peux dire que, alors je ne sais pas quelle spécialité vous avez prise et sur lesquelles vous travaillez, vous m'expliquerez ça tout à l'heure, mais en tout cas ce que je peux vous dire, c'est que je mobilise énormément de compétences aujourd'hui sur des domaines extrêmement différents sur le milieu marin et j'ai besoin de chacune de ces compétences, de chacun de ces métiers, de chacune de ces expertises, soit en recherche fondamentale, soit en recherche appliquée, soit en synthèse de données, pour essayer justement d'agir et d'agir dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt de nos concitoyens, dans l'intérêt de la pêche, mais aussi dans l'intérêt de la protection de nos océans. Et donc votre rôle, le rôle que vous choisirez, si vous avez déjà choisi, moi je ne pense pas que vous ayez encore tout à fait choisi, mais est fondamental, essentiel dans la construction de nos politiques de demain et dans l'avenir aussi qu'on est en train de bâtir pour nos océans. Merci beaucoup. J'ai dû être trop long. On ne peut que se féliciter de l'intérêt que vous nous portez. Merci pour tout ce que vous nous avez dit. Et on se retrouve bientôt pour la prochaine interview.